Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Dans cette deuxième partie d'épisode, Chloé revient sur l'après d'avoir pris sa décision de se séparer de son ex-conjoint. Alors on revient ensemble sur toutes les démarches administratives et légales afin de se séparer de ce dernier et de rentrer en France. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Et du coup, en fait, ça, c'était vraiment la fin pour moi. Et en même temps, le début de l'enfer au niveau, on va dire, de la séparation, quoi. Voilà. Donc, la au-pair te montre ses messages et ses preuves. Ouais. J'imagine que tu fais une photo. Qu'est-ce qui arrive à l'issue de ça? Est-ce que tu le places sur le fait accompli? Tu lui montres? Ouais. Comment ça se passe? Oui. Du coup, de base, j'avais prévu de le faire partir le soir même. Donc, j'avais appelé 2 de mes meilleures amies. J'avais un peu peur de sa réaction. Elle était venue. Et en fait, je me suis dit, j'attends qu'il couche notre aîné, parce que lui, généralement, il couchait l'aîné et moi la deuxième. Et en fait, il s'est jamais relevé ce soir-là. Il s'est endormi avec elle. Ça, c'était assez régulier. Et du coup, le lendemain, il y en a une qui est dormie avec moi à la maison, quand même pour m'accompagner le matin. J'ai amené Jody, on a amené Jody à l'école. J'avais préparé un sac pour lui pour qu'il parte, en fait. Et en fait, même, il me semble, avant qu'elle aille à la crèche, il a vu le sac et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, je lui ai dit rapidement, je lui ai montré les textos, que j'avais pris en photo, évidemment. Ouais. Et tout de suite, il a commencé à me dire que j'étais une grosse idiote, que de toute façon, j'attendais qu'une excuse pour le quitter. Oui. Que... On va me dire oui, mon coco. Je veux dire, elle a été patiente avec toi, oui. C'est ça, que en fait, j'étais jalouse parce que notre fille aînée ne m'aimait pas et qu'elle n'aimait que lui. Donc, en fait, je supportais pas et que j'étais trop jalouse et c'est pour ça que je voulais l'éloigner de sa fille, en fait. C'était ça, sa première réaction. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait, évidemment. Voilà, c'est très sensé. C'est ça. Et c'était moi la folle, la jalouse et qui essayait de me venger, on va dire. Au départ, je lui ai dit, tu vas partir déjà pour que je puisse réfléchir, parce que je veux plus trop te voir là, pour rester poli. Et au départ, il a pas voulu, donc il a insisté pour amener Jody avec moi à la crèche. Donc, je lui ai dit, OK, on va faire bonne figure. Et quand il est revenu au bout d'un moment, je pense que le fait qu'il est mon ami, ça l'a un petit peu aussi mis la pression. Donc, il est parti pendant une semaine, on va dire. Ensuite, on a un tout petit peu discuté. Donc, il y a des moments où il m'agressait, il m'insultait. Et puis, il y a des moments où il me disait qu'il pourrait pas vivre sans ses filles, que voilà. Bref, du coup, j'ai accepté qu'ils reviennent vivre sous le même toit, mais bien séparés. Ça, je lui ai bien dit que nous, c'était complètement fini, qu'il n'y aurait plus jamais de retour en arrière sur notre relation. Voilà, donc après, pendant 3 semaines, il a essayé de jouer au mari, à l'ex-mari qui voulait me reconquérir, me prouver qu'il pouvait être l'homme parfait. Ça n'a pas duré longtemps, puisque quand ça n'a pas marché assez vite à son goût, il est reparti vraiment dans la partie agression. Et du coup, au départ, on s'était mis d'accord de vivre sous le même toit s'il reprenait un travail, s'il participait aux dépenses, s'il était respectueux, ce genre de choses. Mais oui, il y avait il était sous condition quand même. C'était ça, ouais. Ça n'a pas marché, évidemment. Ouais. Ça n'a fait qu'empirer, en fait. Ouais. Et c'est là où en fait tu prends ta décision de juste te séparer de lui. Alors en fait, c'était un peu plus compliqué parce que globalement, il est devenu de plus en plus agressif à m'attaquer, me menacer, pas physiquement, mais par texto ou dans la maison, il était vraiment exécrable. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit que c'était plus possible, mais à chaque fois, il me disait, si tu veux que je parte, je prends Jody avec moi, c'est hors de question que je la laisse avec toi. Donc il me menaçait de l'enlever en fait. Il me disait qu'il allait demander la garde totale, que de toute façon, elle voulait pas être avec sa mère. Bref, c'était que des choses comme ça. Donc au bout d'un moment, il y a eu un événement, c'est que j'ai senti de la drogue en fait dans le garage. Et en fait, je suis allée j'en ai parlé aussi avec ma mère, qui m'a dit de discuter avec mon frère, etc. Au final, pour la faire plus vite, il y a mon frère qui m'a avoué que quand il était là, et en fait, mon ex-mari, il fumait, je sais pas quoi exactement, mais de la drogue quasiment au quotidien. Sauf que je ne savais pas du tout, en fait. Je savais qu'il buvait pas mal d'alcool, mais je l'avais jamais vraiment vu bourré, tu vois, il tenait vachement. Et il y a la fille au père que j'ai eu au téléphone pas longtemps après aussi, puisqu'il me menaçait de l'attaquer elle en justice. Donc, je l'ai quand même prévenue au cas où. Elle me dit, mais de toute façon, lui, il est pas clé non plus. Et là, elle m'a expliqué que régulièrement, elle l'avait senti fumer de la drogue dans le garage aussi, alors que c'était
Enfin, c'était hors de question pour moi, tu vois. Il y a peut-être des couples chez qui c'est OK, mais chez moi, c'était hors de question. En plus, souvent, il était d'astreinte la nuit avec notre aîné pendant que moi, je gérais la deuxième. Enfin, bon, bref, c'était... Enfin, et puis même, que ce soit une fois de temps en temps avec ses copains, je dis pas, mais tout le temps, dans ma maison, là, c'était hors de question. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais avec quelqu'un qui était accro à la drogue, en fait, qui n'avait pas d'argent, pas d'économie, et que je ne savais pas comment il a payé sa drogue non plus. Et que je me suis vraiment inquiétée. Je me suis dit, en plus de tout le reste, dans quel pétrin il est en train de se mettre avec potentiellement des drogue dealers. Quand du coup, je suis allée voir la police pour savoir s'ils pouvaient m'aider. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire et qu'il fallait que je contacte. Qu'il fallait en gros que si j'avais peur pour ma sécurité et celle de mes filles, il fallait que je demande une ordonnance de protection en fait. Donc ça, et en parallèle, j'avais commencé à contacter du coup une association pour les victimes de violences familiales. Au départ, c'était plus pour leur parler de ça, de la drogue, etc. Mais comme ils ont commencé à me poser des questions sur la relation et à m'expliquer qu'en fait, même tout le reste que ce que je leur expliquais, c'est partie des violences, donc aussi intrafamiliales, donc la partie psychologique, verbale. Et en parallèle, quand on était censé rester sous le même toit, on était aussi obligé, en fait, avant de divorcer, quand tu as des enfants, tu es obligé de faire une médiation là-bas. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec la médiatrice, elle m'a bien expliqué que ce que je décrivais, c'était aussi des violences. Donc, c'est vraiment aussi bien cette médiatrice et les associations et la police qui m'ont vraiment pointé pour comprendre et réaliser que ce que j'étais en train de vivre, c'était bel et bien des violences intrafamiliales, quoi. Okay. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que avant ça, tu imaginais que c'était un quotidien qui pouvait arriver à des gens et en tout cas, t'avais jamais posé le mot de violence sur ta famille. Non, je me disais que ça se trouve c'est moi qui dramatisais, que voilà, c'était comme ça. Moi-même, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de disputes très violentes, où il y avait des insultes. Voilà, donc en fait, malheureusement, je pense que j'étais un peu habituée et que même si en étant enfant, je me suis dit jamais de la vie, je voudrais vivre ça dans mon couple et pour mes futurs enfants. Mais en fait, je suis tombée dedans, tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est quand ça a commencé à être directement aussi envers mes filles que là, je me suis dit non. Et donc, les associations m'ont bien dit plusieurs fois, si vous vous sentez pas en sécurité ou votre fille, et ils me disaient bien, on parle pas que de violence physique, c'est votre job, enfin votre responsabilité de maman et votre rôle en fait de les mettre en sécurité. Donc c'est à vous de voir si vous les sentez en sécurité, même émotionnelle, psychologique ou pas. Et donc c'est vraiment là que j'ai commencé à faire le bonhomme de chemin dans ma tête, on va dire. Et puis avec la drogue, ça m'a vraiment fait peur. Et au final, il y a un soir où je l'ai confronté sur cette odeur et en fait, je lui ai demandé d'aller faire un test. Il m'a dit qu'il en avait déjà fait un, qu'il était clean, mais qu'il ne me donnerait pas les résultats. Et puis, je lui ai dit un jour, en fait, je lui ai envoyé un texto, puisqu'à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment discuter, depuis longtemps, en fait. Il refusait toute discussion d'adulte, on va dire. Ouais. Je lui avais dit, écoute, demain, je vais au tribunal et je vais demander une ordonnance de protection si tu ne me prouves pas que tu es clean. Et donc, c'est là qu'il est revenu, après avoir lu ce texto, on était toutes les trois dans la maison et il a commencé à me hurler dessus devant les filles en disant que maman, elle allait appeler la police et emmener papa en prison, que j'étais une psychopathe. Et après, il est reparti en claquant la porte. Et là, c'était vraiment le jour où j'ai dit, OK, c'est plus possible. Et s'il est même pas capable d'avoir un filtre et il est prêt à faire peur à ses enfants et à leur dire des choses comme ça, là, je me suis dit, c'était plus possible. Et le lendemain, donc, j'ai amené mon aîné à la crèche. J'ai pris la petite avec moi. Je suis allée voir, j'avais un rendez-vous, tu sais, c'est les maternal nurses, là, c'est les rendez-vous, on va dire, pour les enfants jusqu'à 3 ans. Et je lui en ai un peu parlé à elle. Elle m'a conseillé d'aller voir une association qui pourrait me guider un peu plus avant d'aller au tribunal. Et j'ai fait tout dans la foulée. Je suis jamais rentrée le temps que lui parte de la maison, en fait. Ok. Voilà. Je lui ai envoyé un texto une fois que j'étais au tribunal pour lui dire que là, j'y étais. Parce qu'avant ça, il m'avait clairement pas pris au sérieux. Sinon, il m'aurait pas laissé partir avec les filles comme ça le matin. J'ai aussi appelé son père parce qu'à ce moment-là, sa voiture à lui ne fonctionnait pas. Ça faisait des mois qu'il la réparait pas alors qu'il est mécano de base. Il a toujours un souci avec les voitures, lui, hein. Ouais. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, les mécanos sont les plus mal véhiculés a priori.
Dingue. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai appelé son père aussi pour lui dire ce qui se passait et qu'en gros, soit il allait chercher son fils, soit c'était la police qui irait le chercher. Mais bon, le père, il débarquait, le pauvre, parce qu'il il savait pas tous les détails, même s'il savait bien que son fils était loin d'être parfait et qu'il avait Ouais. des soucis. Bref, donc du coup, il a été le chercher, il a accepté de partir. Et puis, donc, j'ai quand même été jusqu'au bout. J'ai fait l'ordonnance de protection parce que bon, j'avais compris un peu comment ça fonctionnait avec lui. Et en fait, en Australie, j'ai de la chance que ce soit rapide. Et en plus, j'étais dans l'État donc du Victoria, à Melbourne, où les choses sont prises vraiment au sérieux. Et a priori, malheureusement, ça dépend vachement d'un État à l'autre. C'est pas toujours le cas. Mm. En tout cas, moi, j'étais prise au sérieux. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir plein de preuves par texto, puisqu'on pouvait pas parler avec lui en face-to-face. C'était assez rare d'avoir une vraie conversation. Donc, j'avais quand même plein de preuves par texto, des insultes, des menaces, ce genre de choses. Ouais. Et donc, en fait, en 24 heures, en 48 heures là pour le coup, parce que j'avais un jour férié entre deux, j'ai eu l'ordonnance temporaire. Et ensuite, il a fallu retourner au tribunal par 3 fois pour avoir une ordonnance finale approuvée pendant, donc dans mon cas, 3 ans, 2 ans, pardon, ce qui est très rare. Mais comme entre deux, il avait récidivé, entre guillemets, par des attaques, des menaces et tout par texto, j'avais pu aller porter plainte. Et du coup, ça a aidé mon cas, on va dire. En plus, il s'est pas présenté à la dernière audience, tout Ah. simplement, en fait. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, c'est que entre le moment où tu te rends au tribunal et au Mm. moment où tu as un papier officiel à te dire tu n'es pas censé m'approcher ou tu n'es pas Ouais. censé rentrer en contact avec moi, comment tu gères du coup cet espace-temps? Parce que lui, du coup, est informé de la procédure qui est en train de se mettre en place contre lui. Ouais, enfin, disons que moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit que ça allait aller très rapidement, que ça prendrait, donc, dans 2 jours, j'aurai le papier si tout se passait bien. Donc, entre deux, il a accepté de partir, d'aller chez son père. Et je lui ai dit que moi, je rentrerai pas à la maison de toute façon avec les filles tant que j'aurais pas le papier. Et en fait, 2 jours plus tard, il était ce qu'ils appellent served, donc il était servi chez son père directement avec l'ordonnance de protection temporaire, qui était en fait ce qu'ils appellent un full intervention order. Donc, il n'avait pas le droit de s'approcher de la maison, pas des filles, de mon lieu de travail, de leur lieu de crèche. Il n'avait pas le droit Okay. de me menacer, ni par texto, ni par réseaux sociaux, ni de faire les menaces par quelqu'un d'autre. Et en fait, la seule chose, il y avait une partie exemption, donc que j'avais vérifié avec le juge, parce que moi, je voulais pas l'empêcher de les voir, mais je voulais juste pas qu'il les voie seul. Donc, Okay. a priori, il avait le droit, en tout cas, de les voir avec mon accord écrit par texto. On pouvait se mettre d'accord pour des visites supervisées, soit par quelqu'un que moi je décide, ou par moi-même d'ailleurs, en lieu public, soit il fallait qu'il fasse des démarches pour aller dans des centres de visite supervisés. Bien sûr, il a jamais fait ça, mais il avait quand même le droit de les voir, en théorie, s'il le voulait. Et aussi, je l'ai compris bien plus tard, ce qui m'a un peu agacée, en fait, parce que ça montre que les avocats te donnent qu'une partie des infos, mais qu'en réalité, s'il avait voulu, il aurait aussi pu prendre un avocat, faire une demande de droit de garde, et si ça lui avait été accepté, malgré l'ordonnance de protection, tu vois, en Australie, ben c'est pas le même tribunal. Il y a le tribunal de ce qu'ils appellent family violence, donc les violences familiales, et le tribunal, pardon, family tout court. Et du coup, le family, ça passe au-dessus de family violence, qui n'a pas du tout de logique. Mais Ouais. donc, il y a une exemption sur l'ordonnance de protection qui dit que s'il a un droit de garde, ça passe au-dessus de la protection. Donc, je serais obligée de lui remettre les enfants comme décidé par la garde. Bon, de mon côté, C'est j'ai eu de la dingue chance, cette il l'a histoire, ouais. jamais fait. Ouais, il Ouais, a jamais fait. ça reste incohérent. C'est tout à fait incohérent et moi j'avais pas compris du tout ça. C'est pour ça qu'entre deux, quand en fait ce qui s'est passé, pour résumer rapidement, c'est que au départ il est resté chez son papa genre 5 semaines. Mais bon, comme d'habitude, ça se passe très très mal. Enfin, il s'entend pas bien avec son père. Puis comme il commençait à lui dire, bon bah, faudrait peut-être que tu t'actives, que tu travailles, comme que tu trouves, que tu trouves un travail, un logement, si tu veux pouvoir avoir tes filles. Et ben, il a pas trop apprécié se faire en fait pousser aux fesses. Sermonné, ouais. Voilà, sa belle-mère aussi. Au tout début, moi, son père m'avait pas mal attaqué aussi en disant que c'était de ma faute. Enfin, il avait pas du tout saisi la situation. Puis au fur et à mesure, quand il a vu les réactions de son fils, il a compris.
sa belle-mère, pour le coup, qui est très lucide, et en plus, elle est infirmière en chef, elle a l'habitude des toxicomanes, ce genre de choses. Elle a même été discutée, elle m'a dit plus tard, avec une unité spéciale qui gère les drug addicts, qui, quand elle leur a parlé de son comportement, ils ont confirmé. Elle a même dit qu'elle avait bien vu qu'il était revenu chez elle plusieurs fois en état d'ébriété, ce genre de choses. Bon, bref, elle est revenue vers moi. C'est la première qui est revenue vers moi, etc. Et en fait, il s'est barré du jour au lendemain sans dire où il allait ni rien. Il a erré de chez un ami à un autre, je n'ai pas trop compris. Et puis il s'est fait virer plus ou moins encore. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, il a habité dans sa voiture, à ce que j'ai compris. Enfin, ça, c'était sûr. Et en fait, j'ai réussi à lui faire voir les filles 2 fois les 3 premiers mois. C'est tout ce qu'il a bien voulu faire. Et puis c'était très aléatoire entre deux, s'il les appelait pas. Enfin bon. Après, au mois de janvier, il m'avait dit qu'on pourrait faire des visites régulières. Et puis du jour au lendemain, il m'a dit qu'il partait en vacances dans le Queensland. Donc là, c'est plus de 10 heures de voiture. Oui, c'est à l'autre bout du pays, c'est ça? C'est ça. Et puis ensuite, une fois qu'il était là-bas, il m'a dit qu'il reviendrait pas. Enfin, pas pour vivre, en tout cas, qu'il avait rien à Melbourne, donc à part ses filles. Oui. Voilà, c'est a priori pas grand-chose pour lui. Ça reste voilà, il a dit plusieurs fois qu'il viendrait revoir ses filles, mais il revenait pas. Ensuite, il a promis au mois de mars qu'il viendrait pour l'anniversaire de Jade. Il a dit ça au téléphone devant ses filles. Donc Jodie, elle attendait avec impatience, il est jamais venu. Et ensuite, il est parti carrément à Darwin. Donc là, c'est tout au nord de l'Australie, à plus de 4000 km, sachant qu'il avait ni les moyens, pour se payer des billets d'avion pour venir. Et au final, j'ai compris qu'en fait, il revenait même pas les voir, quoi, du tout. Et en fait, moi, je lui avais juste demandé de partir de ma maison, de me laisser tranquille et qu'on puisse organiser, une sorte de co-parenting avec des visites supervisées pour commencer, 1 an, 2 ans, le temps qu'il se remette sur pied et qu'il puisse me prouver qu'il était en bonne santé pour s'en occuper de temps en temps. Mais en fait, lui, il a complètement abandonné son rôle de père. Mais en parallèle, quand je lui disais, écoute, si tu reviens pas voir tes filles, laisse-moi au moins rentrer en France, qu'elles aient une famille, des grands-parents, que moi, je puisse avoir du soutien, parce qu'il savait aussi très bien que je dormais peu et que j'étais au bout de ma vie. Mais en fait, il m'a dit, c'est hors de question, je vais revenir. Puis en fait, il ne revenait pas. Donc, il voulait pas du tout me donner son accord pour rentrer en France de base. Voilà. Ok. En fait, qu'on soit clair, c'est que quand tu es marié et que tu as des enfants avec quelqu'un qui vit sur place, techniquement, tu es censé rester sur le pays, ou sinon, tu es pris pour un enlèvement, c'est ça? Alors ça, c'est ce qu'on m'a expliqué au départ. Donc au bout d'un moment, quand je voyais qu'il revenait pas du tout, j'ai posé la question à 2 avocats locaux. Donc je leur ai dit, voilà, donc là en gros, il fait du contrôle, il veut me contrôler et me punir parce qu'il sait très bien en fait qu'il y a aucune valeur ajoutée pour nous d'être en Australie. Il revient pas voir ses filles, mais en même temps, il veut pas me laisser repartir en France. Donc s'il m'avait donné un droit de repartir en France sur un papier signé avec des avocats, il y aurait pas du tout eu de souci. Et puis après, on aurait pu se mettre d'accord pour, tu vois, un an sur 2, quelqu'un vient ou moi je les emmène. Enfin bon, bref. Mais du coup, comme il me disait non, et aussi qu'il voulait s'en prendre à mon argent, principalement, a priori, c'était ça son truc. Parce que là-bas, aussi, vu qu'on était mariés, il avait le droit à un pourcentage de mes économies. Enfin bon, bref. Ça, c'est tout un autre système. Bon, aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup moins. Donc en fait, les avocats, ils m'ont parlé de la convention de La Haye, qui s'appelle comme ça, où en fait, ça parle de l'enlèvement international. Donc ils m'ont expliqué que, en gros, si j'avais pas son accord pour partir en France avec nos enfants, disons, je pouvais toujours le faire en théorie, puisqu'il n'avait pas, sauf si vraiment ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment voulu se protéger contre ça, il aurait pu aller au tribunal, demander à faire prendre les passeports des enfants. J'en connais des personnes à qui c'est arrivé. Et aussi faire des airport watch list. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait mis les numéros des passeports aux frontières. Et au final, j'aurais jamais pu quitter le territoire. Et ça, il y en a plein des mamans qui sont, en tout cas en Australie, et j'imagine aux États-Unis, bloquées comme ça, par exemple. Oui. Donc là, il aurait très bien pu faire ça. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il l'avait fait. Et au final, je me suis renseignée auprès d'avocats. Elles m'ont dit, si t'as pas reçu de papier, c'est que ça n'a pas été fait. Donc c'était juste un autre de ces mensonges parmi tellement d'autres.
Mais en fait, d'ailleurs, il le savait très bien, la preuve qu'il aurait pu le faire, sinon il m'en aurait pas parlé du tout. Donc du coup, elle m'avait dit convention de la haie, tu peux pas partir sans son autorisation ou de passer devant un juge. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans et ça pourrait te coûter entre 60 et 100 000 dollars, tu vois. Enfin, ça, c'est toutes mes économies. Et encore, je suis pas jusqu'à 100 000 dollars. Et c'est pour mon futur, celui de mes filles, nous acheter un logement. Et voilà, c'était hors de question et c'est même pas sûr d'aboutir en réalité. Après, elle me disait, si t'as de la chance, il peut éventuellement, lui, lâcher de son côté un petit peu avant. Mais voilà. Et du coup, j'étais vraiment très, très dépitée à ce moment-là. J'étais au bout de ma vie elle m'avait aussi annoncé qu'a priori, il aurait le droit à 30% de mes économies après tout ce qu'il m'avait déjà volé, tu vois. Mais en fait, ils prennent pas du tout ça en compte. J'avais pas de contrat mariage et en Australie, il y a pas de divorce pour faute, en fait. Donc, en fait, dès que t'es en couple, même après 6 mois, même si t'es pas marié, en fait, ils considèrent l'argent en commun, en fait. Donc, voilà. Bref, donc quand elle m'avait annoncé tout ça, j'étais vraiment dans un état très, très... voilà, pas de dépression, mais j'étais vraiment très, très déprimée sur le coup. C'était vraiment difficile. En plus, c'était en plein milieu, il y avait le confinement, j'avais pas ma famille et tout. Oui. Donc, en fait, c'était quoi, du coup, pour toi, à la vue de cette annonce avec ces avocats? Ouais. C'était quoi, alors, du coup, voilà, tes projets? Le projet, c'était bon, on va faire sans, entre guillemets, sans la France, et on va rester en Australie, et puis je vais gérer les enfants, parce qu'en plus, tu expliques dans ton épisode que tu manquais en plus cruellement de sommeil, de devoir gérer quand même 2 enfants toute seule, à l'autre bout du monde. Oui, pendant longtemps, finalement, tout a été rapide, mais pendant plusieurs semaines, en tout cas, j'ai cru que oui, j'allais devoir me résigner à ça. Ensuite, ma maman, elle a trouvé une avocate française en Australie via le ministère des Affaires étrangères, qui est donc bilingue et qui gère beaucoup ce genre de dossiers de violence familiale en Australie avec des personnes étrangères. Et du coup, j'ai eu de la chance. Elle m'a même pris en pro bono, cette femme. Elle était vraiment géniale. Et entre celle-là et une autre avocate que j'ai payée là pour le coup, qui était en France, j'ai voulu faire vérifier. Elle m'a donc expliqué que, a priori, dans mon cas, en fait, comme il n'a pas fait de démarche du tout pour avoir un droit de garde, donc il n'y a pas de jugement. On n'a jamais été voir un avocat de la famille. Et j'ai failli le faire. Heureusement que j'ai une association qui m'a dit de ne pas le faire. Et il y a d'autres mamans qui ont dû le faire. Et en fait, une fois que tu commences ces démarches-là, c'est foutu, t'es bloqué. Parce que du coup, par défaut, ils vont enregistrer le vœu du papa, même si au final, ça aboutit pas. Et du coup, heureusement que ces 2 avocates m'ont expliqué que dans mon cas, la convention de l'AE ne s'appliquait pas. Parce que d'une, il n'avait pas fait de demande de garde. De deux, il y avait une ordonnance de protection. Donc, le 0 risque n'existe pas, mais voyant qu'il n'avait déjà fait aucune démarche, en plus, c'était lui qui avait abandonné le navire, en fait, au final. Oui, c'est ça. Moi, je lui ai pas demandé de partir aussi loin. Et je l'ai pas empêché de voir ses filles. En fait, si j'étais passée par un juge, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait que je prouve que je pouvais avoir un boulot, que j'avais un support familial et que ce serait mieux pour ma santé mentale à moi, puisque au final, il juge surtout que la maman elle sera supportée et en meilleure santé mentale pour mieux s'occuper des enfants. Enfin voilà, qu'on sera pas avec rien et qu'il y a un vrai réel bénéfice pour la famille, donc la maman avec les enfants, de retourner, et aussi que tu sauras garder le lien avec le père. Mais bon, dans mon cas, en fait, j'ai même pas eu besoin de faire tout ça, parce que une fois que les 2 avocates m'ont dit que la convention d'enlèvement ne s'appliquerait pas à moi, et que même si lui, il pouvait toujours faire des démarches une fois qu'il saurait que j'étais en France, il y aurait très très peu de risques qu'il ait quoi que ce soit, sachant que de toute manière, pendant 2 ans, il n'a pas le droit de nous approcher sans mon accord. Donc voilà, c'était feu vert de ce côté-là pour moi en tout cas. Et ensuite, il a fallu que je puisse partir du pays, parce que comme j'ai la citoyenneté australienne et que les filles aussi l'ont, on n'avait pas le droit de quitter le territoire à cause du Covid. Donc là, c'était encore autre chose. Est-ce que tu pouvais faire jouer ta nationalité française, du coup? Non, et les filles pas du aussi tout. Non. Une fois qu'on est australien, on doit appliquer les règles australiennes quand on est dans le pays. Et du coup, j'ai dû m'y reprendre 4 fois pour avoir la dérogation. Au bout de la 3e fois, j'avoue, j'avais presque abandonné. J'étais en train du coup de regarder pour acheter un logement sur place et d'inscrire Jodie à l'école, trouver l'école pour elle, puisque ça devait commencer en janvier.
Et Ouais. puis, au moment de faire des visites, en fait, on s'est retapé un confinement. Donc, je me suis dit, bah, quitte à être confinée encore, je vais faire une dernière dérogation. Et cette fois, ça a fonctionné. Donc, Oh, 3 semaines plus tard, j'étais en France. Donc, c'était 3 semaines très intenses. bah dis donc. Mais je sais pas, j'étais portée par l'adrénaline du retour en France et la promesse des jours meilleurs, on va dire, parce que c'était très très dur pour moi de tout gérer toute seule, de rendre la maison, faire les cartons, trier, faire les valises. Enfin bon, Ouais, c'était un gros travail toute seule. Mais bon, heureusement que les filles étaient à la crèche. Mais ouais. voilà, mon chef était au courant de la situation. Il savait que du jour au lendemain, je risquais de partir de toute manière. Mais il m'a toujours supporté en me disant que mon bien-être et ma famille, ce serait toujours la priorité. Donc voilà. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Bon, et puis par contre, ton employeur, bout à bout, ça a l'air d'être un sacré bon employeur quand même. Ah oui, il est adorable. Ouais. Donc Du c'est coup, quand entre même. deux, j'avais changé de travail. C'était pas la même grosse boîte Ah, internationale, hein. c'est Ça, pour j'en ai ça. pas parlé, mais ouais, c'était devenu très toxique à mon boulot et là, ça faisait trop en fait. Du coup, Je vois. je suis partie. J'ai d'abord Ok. quitté l'employeur toxique, puis le mari toxique. Voilà. Step by step, hein. On peut pas C'est trop en ça, demander en même temps. exactement. Mais parce que donc du coup, s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais pu partir plus facilement pour retourner Oui, en France? Ok. oui. Et puis entre deux, surtout, enfin, du coup, s'il y avait pas eu le Covid, je pense que surtout ma maman et mon père seraient venus. Du moment où ils auraient vu que je m'étais Oui, oui. séparée de mon ex-mari, et puis surtout après quand j'ai été au tribunal et que je me suis retrouvée seule, ma famille, j'ai une de mes meilleures amies qui était prête à venir aussi. Enfin, du coup, j'aurais été entourée et du coup, je pense que j'aurais pu prendre un peu plus le temps et d'essayer Oui. de le convaincre de s'investir dans la vie de ses filles. Mais là, j'étais vraiment au bout. Et puis surtout, en fait, au final, quand j'ai compris qu'il y avait cette exemption sur l'ordre de protection, et l'avocate, elle m'avait dit, dès que vous avez la dérogation, partez, parce qu'on ne sait jamais si demain il décide de voir un avocat, ce sera foutu pour tout le Oui. reste de votre vie, plus ou moins, ou alors vous serez dans des coûts d'avocat énormes. Donc, du coup, bah, je suis partie le plus vite possible quand j'ai pu avoir la dérogation. Et bah dis donc. Et il s'est Ouais. jamais manifesté? Alors du coup, je lui ai pas dit tout de suite. J'ai mis une bonne grosse semaine. Du coup, j'en ai parlé à quasiment personne. J'avais peur que ça fasse des fuites. J'en ai pas parlé sur Oui. les réseaux nulle part. Enfin, j'ai vraiment fait tout en clandestine presque, vraiment dans mon Oui, donc coin. ça rajoute encore plus Ouais. de mental, quoi. Se dire, Ah bon, oui, bah, il faut vraiment que je gère tout toute seule et en c'est plus, je ça. peux en parler à personne, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, ben, quand je suis arrivée en France, donc là, c'était au mois de juillet, au bout enfin, entre deux, d'abord, j'ai appelé un avocat ici pour lui parler de la situation, pour lui demander des conseils sur comment lui annoncer que j'étais en France, etc. Enfin, bon, bref. Du coup, je lui ai annoncé dans un email que j'étais en France avec les filles. Et déjà, sur le coup, il m'a répondu quasiment de suite qu'il était choqué, comment c'était possible que je sois partie sans son accord. Enfin, lui, il atterrissait, il était vraiment dans une position où il pensait avoir le contrôle, en fait. Et Ouais. la seule chose qu'il m'a dit ensuite, c'est oui, je sais plus exactement comment il a dit, mais en gros, il m'a dit oui, tu m'as enlevé la seule chose que j'avais d'important dans ma vie, parce que donc il ne parlait que de Jodie, et comme s'il l'avait en fait dans sa vie, alors que ça faisait presque 6, 7, 8 mois qu'il l'avait pas vue en fait, et qu'il n'avait pas manifesté d'intérêt pour elle. Enfin bon, voilà. Ensuite, je me rappelle plus exactement, mais je lui ai dit qu'on pouvait mettre des appels, mais qu'il faudrait que ce soit régulier. Oui. Et ensuite, je lui ai dit que c'était pas définitif, mais que que s'il voulait qu'un jour on vienne en Australie, il y aurait plein de choses à faire et à mettre en place, que je voudrais que lui mette en place et qu'il me prouve. J'aurais besoin qu'il y aurait plein de conditions à mettre par écrit avec des avocats. Et en l'occurrence, qu'on se mette d'accord sur un endroit, une ville en commun, parce que c'était hors de question que je revienne en Australie si on allait être à 4000 km. Ouais. Pas trop d'intérêt. Voilà, je voulais qu'on se mette d'accord sur la ville, qu'on se mette d'accord, enfin qu'il trouve un travail et qu'il me le prouve, qu'il s'inscrive pour avoir en fait, en Australie, je pense qu'il doit y avoir des trucs similaires en France, mais il y a ce qu'ils appellent le Men Behavioral Program. Donc ça, c'est pour les hommes qui sont auteurs de violences familiales. Donc ils peuvent passer par ce genre de programme. Donc je voulais qu'ils s'inscrivent à ça et qu'ils aussi s'inscrivent sur les supervised visits pour qu'il me prouve en fait qu'il était vraiment intéressé pour revoir ses filles et pour faire les choses Le bien. maintenir, surtout, Voilà. non? C'est ça son gros problème, c'est de maintenir les choses. C'est ça, le problème, c'est qu'avec lui, même s'il les avait fait,
On sait jamais combien de temps ça va durer. Enfin bon, bref, du coup, pendant 1 ou 2 semaines, il m'a dit oui, je vais tout faire, machin. Et puis au bout de 2-3 semaines, je lui ai demandé s'il avait commencé à faire des appels, ce genre de choses. Et entre deux, il m'a dit qu'en fait, il s'installait chez un nouveau copain à Darwin pour garder sa maison pendant 2 ou 3 mois. Donc du coup, ça collait pas du tout avec le timing qu'on s'était donné, puisque je lui avais dit que Jodie, elle devait commencer l'école soit en septembre ici, soit en janvier en Australie. Donc que si d'ici à septembre, j'avais pas de choses concrètes et d'assurance, ben je l'inscrirais en France et qu'on reviendrait pas du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à lui demander, à lui mettre gentiment la pression, en gros, il est reparti dans des agressivités, dans des insultes et tout. Le lendemain, il s'est excusé, mais bon, du coup, là, c'était le cycle de la violence qui recommençait en façon accélérée. Et je lui ai dit que c'était fini de mon côté, je lui avais donné une dernière chance, qu'il l'avait foutu en l'air et que c'était fini, quoi. Et en fait, il m'a jamais plus rien dit. Et depuis, il parle aux filles 1 fois par semaine et c'est tout, quoi. Et il m'a jamais rien demandé d'autre. Ouais. Et les filles, alors du coup, comment elles ont vécu ces derniers mois entre les différentes dérogations qui mènent à rien, et puis au final, en l'espace de 3 semaines, partir d'Australie vers la France et même le départ de leur père du foyer, comment elles ont vécu un peu cette transition Bah, il y a eu plusieurs phases, en fait. Je pense que quand il est parti et qu'au départ, elles m'ont demandé quand est-ce qu'il vient papa, je leur ai expliqué qu'il revenait pas. C'était surtout la plus grande, hein, parce que la petite, elle venait d'avoir, elle venait d'avoir presque 1 an et demi, donc bon, elle était encore toute petite. Et ben au début, je pensais vraiment que ce serait des grosses colères, qu'elle serait très très triste et que ça lui manquerait beaucoup. Mais pendant les 3 premiers mois, quasiment rien, comme si c'était un soulagement et qu'elle le sentait en fait elle-même. Ensuite, il y a eu des phases où elle pleurait beaucoup pour son papa. Dès qu'elle avait une frustration, en fait, elle commençait à l'appeler. Voilà, mais ça a duré 5-10 minutes et puis après, c'était passé. Du coup, je leur ai pas dit non plus qu'on partait en France jusqu'à la dernière minute. Parce qu'au cas où on l'aurait eu au téléphone, je voulais pas qu'elle fasse une gaffe. Donc quand je leur ai expliqué, c'était peut-être 3 jours avant le départ, je leur ai expliqué que c'était une aventure et qu'on, voilà, pour l'instant, on allait voir notre famille et que ça ferait du bien parce qu'on les avait pas vus depuis longtemps et qu'après on déciderait tous ensemble de ce qu'on ferait en fait. Donc j'essaie de les impliquer et voilà, de leur faire voir le positif. Et puis en fait, depuis qu'elles sont ici, franchement, elles sont tellement bien entourées, elles ont tellement de monde autour d'elles qu'elles sont quand même assez épanouies et c'est très très rare. Enfin, elles me demandent de temps en temps de lui parler, mais quand il est au téléphone, en fait, ça les intéresse pas. Elles sont un peu petites pour faire une conversation au téléphone. Ouais, c'est dur de les maintenir devant l'écran. Oui, voilà, c'est ça. Donc, au final, quand elles me parlent de quelqu'un qui leur manque, c'est vraiment ses 2 meilleures copines, elle a la plus grande, et après une de mes meilleures amies qu'elles appelaient Tata là-bas. Quand elles me disent que quelqu'un leur manque, c'est plutôt soit leurs amis, soit mon amie, pas tellement leur père en réalité. Donc voilà. Donc au final, ces démarches administratives, elles ont été assez, tu dirais assez courtes comparées à d'autres pays. Disons que moi, je pense que je suis un cas assez rare où la personne en face de moi n'a pas du tout fait de demande. Il a fait aucune démarche de son côté. Ça m'a facilité la tâche. Entre deux, j'ai quand même rencontré d'autres femmes via des groupes Facebook. Donc, par exemple, les mamans solo en Australie. Et il y a aussi un groupe Facebook pour les mamans, on va dire, solo ou divorcées, les personnes divorcées à l'étranger, donc qui se retrouvent comme assez isolées, on va dire, dans un pays, souvent bloquées à cause des enfants pour qui il y a une garde partagée. Et il y en a d'autres qui sont dans des cas bien pires et qui ont dépensé beaucoup plus d'argent parce que moi, au final, j'ai pas eu besoin de payer vraiment beaucoup d'avocats que quelques heures. Le reste, ça a tout été fait gratuitement. Du coup, ça a été vite et j'ai la chance que de mon ex-mari n'ait aucun intérêt pour ses enfants en réalité et qu'il ne fasse aucune démarche. Mais dès qu'il y a une démarche qui est entamée par le père, même si le père c'est juste pour embêter la mère et avoir une sorte de contrôle sur la situation, même s'il n'a pas du tout envie de passer des vrais bons moments avec ses enfants, c'est malheureusement, en tout cas en Australie, on m'a dit que le tribunal laisse toujours un droit de visite au père, même quand il y a violence physique, parfois même sexuelle. En fait, c'est très très rare qu'on croie les enfants. Donc ça, c'est un autre gros sujet dont aussi je parlerai sur mon podcast. Mais moi, j'ai une amie proche maintenant là-bas dont la fille
a subi des violences sexuelles et pourtant le père a toujours des droits de visite avec la nuit et personne ne les croit en fait. Et il y en a malheureusement plein des cas, même en France, Oh là comme là. ça. Ouais. Ouais, c'est là où tu te rends compte que la justice est faite pour le coupable et pas pour les victimes. C'est ça. Mm. Voilà. Donc moi, je me trouve extrêmement chanceuse, malgré tout ce qui m'est arrivé, d'avoir pu rentrer en France, d'avoir pu me sortir de cette relation, Ouais. de pouvoir protéger mes filles. Et puis, voilà, là, l'avenir est devant nous, on va dire, de recommencer à zéro, entre guillemets, rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, alors du coup, un gros soulagement quand même de pouvoir être rentré en France et d'avoir Ça, tout le c'est monde sûr. quand même sain et sauf. C'est ça, oui. Bah, parce qu'en restant là-bas, on sait jamais ce qu'il aurait pu se passer au final, surtout s'il avait eu un droit de garde. Ouais. Puis j'étais aussi beaucoup inquiète de qu'est-ce qui se passerait si moi, il m'arrivait un truc, si j'avais un accident, si j'étais dans le coma ou pire, qui s'occuperait de mes filles au final, puisqu'on n'avait pas de famille et sa Ouais. famille à lui n'étant pas intéressée réellement et puis lui pas capable. J'avais vraiment peur de ce qui se passerait pour elles. Alors comment ici, je sais très bien qu'elles ont une vraie famille sur qui elles peuvent compter pour les élever si besoin. Puis Ouais. moi, quand j'ai besoin, je peux avoir du relais. Donc voilà. Non, c'est sûr, Ouais. c'est Non, et puis complètement différent. elles ont quand même beaucoup de chance d'avoir une maman sacrément patiente et courageuse parce que c'est un sacré périple quand même. Oui, ça a été un gros périple, oui. Et aujourd'hui, alors vous êtes officiellement divorcés ou vous êtes toujours mariés? Non, pas encore, parce que l'avocate ici, elle m'a conseillé d'abord d'avoir un travail et un logement, et ensuite de lancer la procédure de divorce avec la demande de garde officielle. Je Mais vois. voilà. Donc là, bon, j'ai trouvé le travail. Il me reste plus qu'à trouver le logement, mais j'espère que ce sera fait courant janvier. Je vais Ouais. m'installer, me faire un petit cocon et prendre le temps de souffler. Ouais, Et ensuite, j'imagine. je relancerai ce genre de démarche, je pense, à mi de l'année prochaine, quoi. On verra. Ouais. Ouais. Non, ben, j'espère que ça va quand même aller assez vite parce que enfin, je sais qu'en France, c'est assez compliqué de trouver un logement sans travail et de trouver un travail sans logement et voilà, on n'en finit pas. Donc, j'espère sincèrement que tu vas vite trouver un logement et que tout va pouvoir Rentrer se dans goupiller assez Oui. rapidement quand même, que tu Merci, oui. retrouves un équilibre et enfin, je peux qu'imaginer ce besoin de voilà de reprendre un peu tout à zéro Ouais, et non, c'est sûr. avec quand même de beaux enfants en plus. C'est ça, ouais. Non, pour l'instant, c'est vraiment ma priorité, c'est ça, c'est elle. Et puis, mon podcast, ça prend beaucoup de temps. J'ai pas le temps pour autre chose aujourd'hui et j'ai pas envie non plus. Et il faut que je prenne du temps pour moi aussi. J'ai pas encore fait une vraie thérapie, mais ça, c'est sûr qu'il faut que je le fasse pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et à être justement trop patiente avec quelqu'un. Ça, c'est un travail important à faire avant de recommencer plus Ouais. tard une autre relation et pas retomber dans le même type de relation ou de De piège, on va schéma, dire. bien Ouais, sûr. voilà, ouais. 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 Et aujourd'hui, alors attends, tu as des nouvelles de lui ou pas du tout? Oui, donc du coup, enfin, on l'appelle tous les dimanches, voilà, quelques minutes pour que les filles puissent le voir et puis Ouais, c'est ça tout. s'arrête là. Ouais. Bon. Et il te demande pas, il refait pas des promesses, des plans sur la comète, à essayer Non, de pas dire du je vais tout. revenir en France, ça va être génial, Non. je vais te bousiller la voiture de tes parents. Non, pas du tout. Il me demande pas de les voir. Il me demande pas quand est-ce qu'il va pouvoir les revoir, quand est-ce qu'on va rentrer ou si lui il peut venir. Enfin, il me pose aucune question sur ça. Donc pour l'instant, il a bien compris que nous on était là. Et je pense qu'on relancera le débat plus ou moins pour quand je ferai le divorce. J'espère. Donc du coup, je vais demander d'avoir la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive. Et ensuite, Ouais. quand ça se sera fait, je mettrai en place tout ce qu'il faut comme protection pour avoir quand même le droit de les amener en vacances de temps en temps en Australie. C'est quand même leur pays. Oui, bien Leur sûr. grand-père commençait un peu plus à s'intéresser à nous vers la fin. Il y a leurs deux, enfin il y a deux amis. Enfin moi j'ai des amis proches aussi là-bas. Enfin bon, voilà, c'est quand même notre pays. J'ai envie de pouvoir y retourner en sécurité, en sachant que je me ferai pas Oui. bloquer. Et puis voir si lui il veut venir une fois de temps en temps les voir ici. Mais a priori ça se résumera à ça leur relation quoi. De toute manière, ouais, il est pas. Enfin, je pense qu'il changera jamais, et donc je veux pas non plus qu'il se serve d'elle dans le futur ou Oui. voilà, qu'il les rende tristes ou qu'il leur donne l'impression qu'à leur tour elles sont responsables de lui, quoi. Et aujourd'hui, l'injonction, tu disais que c'est une injonction de 2 ans, c'est ça? Ouais, elle est valide jusqu'en 2023, avril 2023.
Et elle est renouvelable ou comment ça se passe? Oui, Ou elle est elle est renouvelable, réassesse? mais bon, je pense que là, d'ici là, si j'ai tous les papiers en ordre en France, c'est que ça lui est servi et enfin voilà, que si c'est final, que j'ai l'autorité parentale et la garde exclusive, il y aura pas besoin en fait. D'accord. Sauf si évidemment il commence à me réagresser par texto, m'insulter ou s'il vient s'approcher et me menacer. Ça Oui. m'étonnerait. Dans ce cas-là, oui, il faudra que je fasse les démarches, mais plutôt, je pense, directement au niveau de la France, puisque c'est là où on loge en réalité. Mm. Ouais. Du coup, avec le bilan que tu tires aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui se trouvent dans une situation similaire que la tienne à l'étranger? Et encore, à l'étranger, je trouve ça trop global, tout du moins en Ouais. Australie. Je pense que c'est vraiment compliqué. Tu vois, c'est quelque chose que moi, je vais travailler avec des avocats aussi pour le podcast, pour essayer d'aller dans ce genre de soutien. Je pense qu'il faut vraiment prendre contact avec des associations, trouver les bons avocats, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs. Il y a beaucoup de gens s'ils sont juste locaux, ils vont pas savoir exactement quoi faire. Donc, je pense que le mieux, c'est de s'approcher d'avocats français, en tout cas spécialisés dans le droit des familles à l'international, ça c'est certain. Oui. Sinon, on tombera jamais sur les bonnes personnes. Je pense qu'au final, surtout quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas le soutien de sa famille au quotidien, c'est voilà, essayer de trouver des groupes de personnes. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas trop le choix, qui vivent dans ce même type de situation, donc via les groupes Facebook, parce qu'il n'y a que ces personnes-là qui peuvent comprendre réellement ce qu'on vit et essayer de vraiment s'entourer et voilà, de ne pas lâcher, parce que Oui. malheureusement, en Australie comme en France, le système judiciaire ne protège ni les enfants ni les parents victimes. Mm. Et ça peut être très très long et ça peut coûter très très cher. Oui. Donc voilà, moi j'étais très naïve, j'ai voulu aider mon amie aussi en essayant de contacter des associations de protection de l'enfance depuis la France pour elle, etc. Mais en fait, dès qu'il y a un jugement fait localement, il y a très peu de choses qui peuvent être faites. Ensuite, la seule chose que j'ai lue récemment, c'est de pouvoir potentiellement faire appel au juge, enfin au tribunal international. Alors je connais pas plus de détails, mais j'ai lu ça récemment, qu'il y avait une Oui. maman qui faisait ça, puisque c'est un jugement en France pour une famille française, mais la maman est en cavale du coup pour protéger sa fille du père. Et du coup, comme le jugement en France n'est pas favorable à la maman, elle va faire des démarches à l'international. Donc ça, c'est une piste à explorer, mais Oui. malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a plein de mamans qui doivent remettre leurs enfants. Sinon, c'est elles qui vont être accusées. C'est elles qui risquent d'aller en prison pour ne pas avoir remis les enfants en fait au père. Oui. Et même s'il y a des violences, ça c'est C'est terrible. dingue ces histoires. Encore une fois, on aide les coupables, mais on n'aide pas les victimes. Ça Et c'est le pire. Ouais. ça devrait être l'inverse. C'est ça qui Ouais. est assez incroyable. On protège pas les victimes, c'est ça qui est incroyable. Surtout pas les enfants en fait. Il y a Ouais. un super documentaire là qui vient d'être fait par Carl Zero. Il est sur YouTube. Si tu veux, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre. Et franchement, ça explique beaucoup cette société patriarcale et de viol globalement, même. En fait, les enfants, les femmes jeunes, c'est vraiment de la chair. Et en fait, au plus haut niveau politique, on fait pas les bonnes décisions pour protéger, parce que ça revient à ce genre de pervers sexuel qui existe malheureusement au plus haut niveau politique et on va dire ceux qui ont les pouvoirs et l'argent en fait. Donc tant Ouais. qu'on n'arrivera pas à contrebalancer ça, malheureusement là, il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc c'est Non, très difficile. mais quand même, le point positif, c'est que grâce à des personnes comme toi qui ont la force de pouvoir en parler comme ça et même d'apporter quand même à la société à travers le biais de ton podcast, euh, voilà, tu fais quand même la différence. Et pour ça, J'espère. je pense qu'on peut tous te remercier en tout cas. C'est gentil. Moi, je pense que ce qu'il faut aussi, surtout, c'est faire de la prévention en amont. Se méfier beaucoup quand on part en jeune expat, qu'on est dans l'insouciance, on va rencontrer un local et on se rend pas compte on connaît pas vraiment les gens, et malheureusement c'est pareil en France, mais au moins tu es dans ton pays, tu as du soutien familial. Mais alors quand tu es à l'autre bout du monde, Oui, malheureusement il y en a qui sont très très doués justement pour te faire miroiter des belles choses, et puis une fois que tu es marié, là c'est déjà compliqué, mais alors une fois que tu as des enfants, donc il faut vraiment essayer de, notamment là, peser et s'assurer qu'on connaît
au maximum la personne, même si c'est jamais 100% possible. Surtout avoir des enfants, ça change beaucoup les gens, mais le but, c'est déjà que si on a justement, c'est de faire connaître les violences psychologiques et verbales et au maximum pour qu'on sache que les reconnaître très tôt dans une relation, je veux dire encore plus si on est à l'étranger, et de fuir de suite parce que c'est sûr que ça annonce rien de bon en fait. Ouais. Mais ça, encore faut-il le savoir. Oui, non, tu mènes un bon sujet parce que même toi, tu l'expliques. Tu pensais que les violences, ce serait à partir du moment où il poserait la main sur toi ou à partir du moment où potentiellement tu aurais une raison valable de le quitter. Par exemple, comme te tromper. Ouais, c'est ça. Non, en tout cas, ton podcast s'appelle À Vif. Oui. Et je mettrai bien entendu le lien pour que les personnes puissent aller en savoir un peu plus sur ton parcours à toi ou même sur les différents témoignages ou experts que tu as pu récolter dans ce thème-là. Oui, c'est tout début, il n'y a que 2 épisodes, mais il y en aura plein d'autres, ça c'est certain, il y a plein de sujets. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et alors du coup, quand même, pour finir sur une note un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite ? C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je vois vraiment ça au jour le jour. Donc, une fois que je serai posée chez moi, déjà, je veux vraiment avoir un cocon. J'espère avoir assez de place pour avoir un petit chien. Ça, c'est mon rêve. Et celui des filles, tu vois. Mais bon, tout le monde me le déconseille pour l'instant. Est-ce que je vais suivre enfin les conseils de mon entourage? Je suis pas sûre. Commence par un poisson rouge. Je crois qu'ils ont une vertu thérapeutique de méditation. On peut commencer avec un poisson rouge. Ouais. Non, pour moi, c'est vraiment une fois que je serai vraiment remise sur les rails avec mon chez moi, mes filles qui sont épanouies et voilà, pour moi, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de travail sur ce sujet des violences intrafamiliales et je pense que du coup, ça va être la mission de ma vie, c'est certain. Et puis après, pour moi, c'est les voyages et mes filles, donc c'est le plus important, voilà. Donc s'il te plaît, Covid, laisse-nous voyager, hein. C'est clair. Et puis le reste, franchement, ça n'a pas d'importance. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin là maintenant tout de suite. Ouais. Voilà. Écoute, moi en tout cas, je te souhaite une excellente installation à Merci. Paris. J'espère sincèrement que ton nouvel employeur sera à la hauteur de celui que tu avais eu juste avant de partir en Australie. Je l'espère, mais je pense oui. Ouais. Et puis, écoute, longue vie à Vif, le podcast. Merci beaucoup. Enfin, pas trop longue vie parce que j'espère que tu n'auras pas l'occasion de recevoir trop de témoignages. Voilà. J'aimerais bien que la société quand même évolue dans un sens positif. Ouais, ça prendra du temps, mais oui. En espérant que d'ici quelques années, il sera obsolète, ce serait bien. C'est clair. Donc, on souhaite, on souhaite la fin de ton podcast. C'est ça. Et puis, non, merci en tout cas de vouloir faire la différence et de vouloir apporter quand même beaucoup à des familles qui en ont besoin. De rien, et puis pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà. Merci Chloé. Merci à toi Cindy, à bientôt. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!